est là pour voir le défilé sur Radio G comme chaque mercredi de 17 à 18h. On est là pour voir le défilé. C'est une émission dédiée à la chanson francophone, mais pas que, on le verra aujourd'hui. Une émission préparée et présentée par Michel Boutet. Bonjour à tous. Pierre-Olivier, donc bienvenue. Merci. Ravi de te retrouver ici, puisque la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai ramassé au bord de la route. Oui. Tu n'avais pas le pouce levé, parce que maintenant il y a Blablacar, et c'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés. Oui, oui. Donc j'en ai conclu que tu étais un voyageur. Je ne sais plus comment ça s'est fait, mais au bout de 3 minutes, on a dû parler de nos métiers respectifs. Ouais. C'est bien possible. Oui, il me semble. Alors, Pierre-Olivier Banoirs, angevin depuis 2 ans. Oui. Parisien avant. Ouais. Et né en Normandie. J'ai vécu 15 ans à Paris où je faisais du théâtre et puis la vie parisienne m'a fatigué parce qu'elle est fatigante, la vie parisienne. Et donc il fallait changer d'air et puis Angers est apparu comme une évidence. D'accord. Ouais. Et comment on devient jeune comédien à Paris quand on est tranquillement à devoir normalement ramasser des pommes et traire des vaches en Normandie? Alors justement, c'est une vocation qui est née très tôt puisque j'avais 12 ans. Quand, comme un choc, est apparu sur un écran de cinéma Monsieur Depardieu, qui jouait Cyrano. Et je suis sorti de ce cinéma, j'avais des vers plein la tête, de la poésie plein le cœur. J'ai rêvé en vers toute la nuit, en tout cas c'est l'impression que j'en ai eue. Et le matin, à l'ouverture de la librairie, j'achetais le livre, j'apprenais la pièce par cœur. Et je décidais d'en faire mon métier, puisque la magie, c'était de comprendre que tous ces gens en costume et toute cette beauté qu'on recevait dans une salle de cinéma, des êtres humains en avaient fait leur métier. Alors à 12 ans, j'ai dit, ça sera le mien. Carrément. Oui. Pas de doute là-dessus. Aucun. Et c'est pas des... Parce que ça me rappelle quelque chose, étrangement. Mais j'en connais qu'on a pris pour des cinglés quand ils annonçaient ça à 12 ans. Ah mais à presque 40 ans, on me prend encore comme pour un cinglé. Hein, oui, parce qu'il faut dire que Pierre-Olivier vient de découvrir qu'il a le même âge que notre futur président de la République. Et tu présides quoi, Pierre-Olivier? Eh bien justement, j'essaye encore difficilement de présider à tout ce qui me traverse, et notamment à ces folies, qui sont celles qui nous amènent sur les chemins que nous suivons. C'est-à-dire des chemins où on essaye de faire primer la poésie et la beauté, plutôt que... la violence, le doute ou la peur de l'autre, quoi. Et trouver des chemins pour que ces choses-là puissent vivre, ça veut dire soi-même se fendre l'âme parfois, pour qu'un peu de lumière transparaisse. Comme disait l'autre, heureux soit les fêlés, il laisse passer la lumière. Et qu'est-ce qu'il faut comme peut-être comme déchirure ou comme question, comme doute fondateur pour avoir besoin de construire ce type de parcours? Dans mon cas, une soif. C'était vraiment... J'ai grandi presque 10 ans, c'était la guerre en Irak, c'était l'abbé Pierre à la télé parce que des gens mouraient dans la rue. C'était, alors que j'avais toute l'innocence de l'enfance, se rendre compte qu'il y avait un monde extrêmement violent autour de moi, même si j'étais complètement protégé dans ma Normandie natale, quoi. Et du coup... comprendre le monde dans lequel j'étais, donner sens à tout ça, donner sens à la vie, donner sens à une espèce de mystère que j'avais l'impression de porter, comme tous ceux qui vivent, quoi. Donner sens à tout ça, ouais, ça a été ça la quête. Et l'art a été un moyen, un outil de m'explorer comme instrument, d'explorer la nature humaine, quoi. Donc d'abord mettre en jeu cet instrument, c'est-à-dire aller vers la comédie. Ouais. Qu'est-ce qu'on découvre à ce moment-là? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire prendre des cours tout de suite à Paris? Non, ça veut dire parce que l'école municipale de la ville à 12 ans m'intéressait pas. Mes exigences, pour moi c'était Molière sur une grande scène ou Cyrano ou rien. Et que faire du théâtre avec d'autres enfants pour faire plaisir aux parents, c'était déjà pas ma vocation. Donc j'ai nourri ce désir pendant des années et puis à 18-19 ans, je suis arrivé à Angers pour faire des études de lettres et je me suis immédiatement inscrit au festival étudiant des Trois Coups où là j'ai pu monter sur les planches pour la première fois et faire de la mise en scène même.
Et ce qui se révèle aussi pour les premières fois où on monte sur un plateau, et le cadeau qu'on a quand on se retrouve à dire les mots d'un auteur, que ce soit un auteur de théâtre ou de la poésie, c'est que moi je vivais profondément prisonnier en moi-même, c'est-à-dire la relation à l'autre était source d'angoisse. Jusqu'à l'âge de 28 ans, quand je devais acheter ma baguette de pain ou un kebab, je répétais 10 minutes avant ce que j'allais dire. Bonjour monsieur, oui, salade, tomate, oignon, non, quelle sauce, parce que j'étais tétanisé. Et sur scène, non, toutes ces choses qui me faisaient peur dans la vie, elles tombaient. Oui, sur scène, on peut être qui on veut, peut-être. Oui, et puis surtout, je pouvais justement être Hamlet ou Don Juan ou n'importe qui. Enfin, en tout cas, c'était ça le travail d'élève comédien, quoi. C'était de pouvoir vivre, en tout cas, c'était de ne plus me soucier de qui j'étais, de quelle était mon histoire. Un jour, un maître conteur que j'ai eu, avec qui j'ai travaillé, Henri Gougaud, je l'entends dire cette phrase, il dit « Il est timide ». Le timide, c'est le comble de l'autocentrisme, quoi. C'est-à-dire que le timide, il est tellement centré sur lui-même qu'il croit qu'un faux pas et le ciel va s'effondrer sur sa propre tête. Et justement, ma timidité, elle pouvait être mise à l'épreuve de l'amour de quelque chose qui n'était pas moi, qui n'était pas essayer de trouver une place dans la société, essayer d'être le rôle que la famille ou la culture nous assigne. C'était vraiment essayer tout à coup d'être simplement vivant à l'intérieur de quelque chose, et comment être mieux vivant qu'à l'intérieur de l'art, quoi. L'art de la scène ou même derrière un instrument. Alors à propos d'instruments, tu as choisi pour nous un morceau que nous allons écouter maintenant d'un groupe qui s'appelle Tinariwen, mais je te laisse présenter le groupe et le morceau. Alors Tinariwen, c'est un groupe de musique touareg, puisqu'on en parlera, mais je vais présenter ce week-end à Angers une histoire touareg. C'est un groupe que j'ai rencontré dans le désert, à 70 km au nord de Tombouctou, sur un festival où j'ai travaillé. Et c'est un groupe qui vraiment joue ce qu'on appelle le blues touareg, c'est-à-dire que dans les conflits armés qui ont jailli dans ces régions du monde dans les années 70, eh bien ces jeunes touaregs-là ont pris leur guitare au lieu de prendre leur fusil, et ils ont décidé que la musique serait leur arme. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui fait le tour du monde. Et ce titre en particulier, je l'ai énormément écouté en écrivant cette histoire, Le guerrier et la rose, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. On en reparlera sûrement. نمشوا شوية هنا درور غرمي زقوا لا إله ولا إله ولا إله مزي ملكاتي لا قدم لي شوف بديلا تعلق دمن إلي إسكتا ولا إله ولا إله ولا إله بزي ملكاتي لله
لزجامي غره اغتبا دهون سكريت هاتورهنا ولا إلا ولا إلا ولا إلا مزيم الجاتي لله قدم دي شوف لا لقد أمن إلي سكتا أولا إلا أولا إلا أولا إلا مزيم اللجاتي لله Vous êtes bien sur Radio G, vous écoutez une émission qui s'appelle On est là pour voir le défilé sur Radio G 101.5. Donc cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de la radio. Vous pourrez la réécouter, la télécharger, en faire ce que vous voulez sur www.radio-g.fr. Et la chanson que nous venons d'écouter par le groupe Tina Riwens, ça s'appelle Voilà Illa. C'est une splendeur, cette splendeur nous est offerte par Pierre-Olivier Banoirs, qui sera cette fin de semaine, les 12 et 13 mai, à l'Atelier de la Cité pour présenter un spectacle de contes, Le Guerrier et la Rose, dont il nous parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Mais pour l'instant, je voulais quand même t'interroger, Pierre-Olivier, sur cette rencontre avec Henri Gougaud. Henri Gougaud, bon, c'est une référence absolue. Ça l'était déjà, enfin, c'était une référence d'écriture de chansons dans les années 60. Ouais. Après, il a arrêté de faire le chanteur parce qu'il ne se trouvait pas bien dans ce système du showbiz, etc. Il n'avait pas de bonheur à faire ça. Et heureusement, il a poursuivi l'écriture, et puis heureusement, il a poursuivi la scène, mais en tant que conteur économe de ses gestes, mais sûrement pas des images qu'il envoie. Et donc, j'imagine qu'une rencontre pareille, ça doit quand même amener plus loin. Heureusement, comme tu dis, ouais, c'est-à-dire que c'est une espèce de monstre quand même de rencontrer quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que alors dans mon cas, ça confirme une vocation, ou en tout cas, c'est immédiatement la reconnaissance de ce que l'on peut être appelé à devenir. Hein. La première fois que je l'ai vu conter, d'abord, j'ai cru voir mon grand-père qui me racontait des histoires allongé dans le canapé quand j'avais 5-6 ans. Et les histoires qu'il racontait m'allaient droit au cœur, et il y en a une qui m'a fait sortir les larmes, et voilà, quand je serai plus grand, j'avais déjà 30 ans, mais quand je serai plus grand, je serai comme Henri Gougaud. Ce sera le métier qui sera le mien. Est-ce que Gougaud a changé ton rapport à l'écriture, par exemple ? Il l'a accéléré. Est-ce qu'il a changé ? Oui, dans le sens où il a d'abord changé mon rapport à la parole. C'est-à-dire qu'Henri, c'est un rythme. C'est un rythme qu'il a quand il parle, mais qu'on retrouve aussi justement dans son écriture. Et travaillant, moi, énormément les textes avant de les dire, même si j'improvise, si on part sur des chemins inconnus à chaque fois qu'on raconte une histoire, mais comme j'ai beaucoup travaillé en amont la question du rythme, le verbe de Gougaud m'a pétri d'une certaine manière.
Ça, c'est très, très clair. Et on me dit encore, d'ailleurs, que les gens qui le connaissent bien comme conteur, que quand je conte en public, il y a toujours quelqu'un pour me dire à la fin « Oh, vous avez les mêmes gestes. Oh, vous avez des intonations parfois, on dirait du gougo. » Et moi, je le prends comme un compliment, bien sûr. Parce que Oui, c'est pas très insultant. Oui, oui, puis parce que l'oralité, c'est justement l'idée de la transmission, c'est-à-dire d'une vie qui n'appartient à personne et qui nous passe au travers, comme les influences d'un père ou d'une mère, hein. Et tout à coup de dire bon il y a du gougo chez vous, moi je prends. Je comprends ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres fondatrices comme ça? Beaucoup, dans le sens où j'ai la chance d'avoir rencontré depuis toujours tous les gens qui pour moi ont été des phares dans la vie. De les avoir rencontrés ou au moins d'avoir eu des échanges épistolaires, c'est-à-dire que ce soit des réalisateurs comme Jean-Paul Rapneau, quand j'étais adolescent, ou plus tard, comme j'écoutais beaucoup du Jean-Jacques Goldman, ou Peter Brook, le metteur en scène, qui a une grande influence aussi quand je faisais du théâtre. Jean-Claude Carrière, par exemple. Ce garçon a de mauvaise fréquentation, c'est d'évidence. Voilà, il y a une histoire que j'aime beaucoup. On n'a peut-être pas le temps que je la raconte parce qu'elle prendrait quelques minutes, mais c'est l'histoire d'un homme qui cherche un refuge. C'est un pèlerin et il s'arrête dans une maison et pour un homme qui est là, lui dit va voir mon père pour demander l'autorisation. Et puis il se tourne vers un vieillard, et puis le vieillard lui dit « Va voir mon père ». Et puis il va voir mon père. Et il y a plein de vieillards de plus en plus vieux, et des ancêtres. Et comme ça, de figure en figure, et de repère en repère, il y a beaucoup d'hommes et de rencontres qui ont marqué, qui ont influencé ce que je peux être, quoi. Gandhi disait « On est ce qu'on admire ». Alors, je ne sais pas encore vraiment qui je peux être. Mais... Alors, il y a des gens qui sont ce qu'ils admirent, et des gens qui sont ce qu'ils haïssent, j'ai l'impression. Ça, c'est la loi des contraires. Ouais. Peut-être. Le guerrier et la rose. Alors ça, c'est le spectacle que Pierre-Olivier Banoirs va présenter à l'Atelier de la Cité vendredi et samedi, mais encore. D'où vient cette aventure-là ? Alors, c'est vraiment avec ce spectacle que je suis devenu conteur, c'est-à-dire que j'étais comédien et puis il a fallu que j'apprenne à défaire tout ce que j'avais appris à faire comme comédien pour commencer à développer l'art d'être en compagnie des autres, puisque comme le dit justement Gougo, le conte est l'art de la relation. En Afrique, après ce voyage au désert, j'ai rencontré les Touaregs. Alors donc, pour ceux qui ont lu éventuellement sur ton site, on sait que tu es allé en Afrique, mais là on le découvre dans le cadre de cette émission. Alors, comment ça se déclenche un voyage en Afrique ? C'est-à-dire qu'en 2009, j'ai rencontré une artiste malienne, Fantani Touré, que les Angevins connaissent parce qu'elle est venue chanter plusieurs fois ici, au Quai, entre autres. Et Fantani, que je rencontre à Paris, me dit « Je vais créer un festival à Bamako pour mettre en valeur nos traditions qui sont en train de mourir. Si tu veux, on crée ce festival ensemble. » Et je prends mon billet d'avion et je pars pour plusieurs mois à Bamako. Je mets pour la première fois le pied en terre africaine et je découvre cette Afrique. Et ce voyage me pousse justement jusque dans les dunes de Tombouctou où je rencontre les Touaregs. Et au milieu de ce rien du désert, des questions me traversent parce que forcément ça me renvoie à ma façon d'être, à ma façon de vivre, à la manière dont nous, occidentaux, nous vivons tout, le quotidien, mais aussi les relations humaines. Et je commence à me demander, mais comment les hommes et les femmes se courtisent ? Comment on se drague dans le désert ? C'est-à-dire, l'amour chez nous, ça a un sens, mais quel sens ça peut avoir pour ces êtres-là ? Et creusant ces questions, j'ai découvert donc cette histoire de Dassine et Moussa, qui étaient deux poètes touaregs en pleine colonisation dans les années 1900, et eux s'écrivaient de la poésie, parce que s'écrire de la poésie chez les Touaregs, c'est quelque chose qu'on peut se faire tous les jours. Et Charles de Foucault, l'ermite, a traduit leurs poèmes, que j'ai donc dénichés, et j'ai fait 2 ans de recherche pour vraiment désabler cette histoire. Et à l'origine, c'était un projet de roman, mais devenant conteur, une directrice de festival en Normandie m'appelle en me disant « Pierre, viens l'année prochaine sur le festival raconter une histoire, ce que tu veux ». J'avais pas de projet, j'avais rien, j'ai dit « Mon roman, je vais en faire un conte ». Et
Et du coup, je suis parti avec cette histoire qui a maintenant vu de petites salles en salon de thé, de jardin en salon chez l'habitant. J'en suis à plus de 1000 spectateurs qui ont rencontré ces êtres-là, Dacine et Moussa. Bon, et l'aventure va continuer donc dès ces 12 et 13 mai. Il y a un accompagnement musical sur ce spectacle. Oui. Il y a quoi? En fait, qu'est-ce qu'on va découvrir? Tu dis ce que tu veux. Hein. Alors, s'il avait fallu raconter tout ce qu'on sait historiquement sur ces personnages, je devrais parler pendant 10 heures. Le spectacle dure 1h20, donc pour condenser vraiment cette histoire, je l'ai associé, marié avec un conte soufi que les amoureux de Rumi connaissent, qui s'appelle Leila et Majnoun. C'est une histoire d'amour mystique, quoi. Et cette histoire, c'était aussi la nécessité, je crois, de parler de la colonisation. C'était parler des souffrances que nous avons traversées, quelles que soient nos origines, françaises ou africaines, puisque l'avenir se construira ensemble. Donc il me semblait important à un moment donné nous retourner sur notre passé, sur les souffrances que nous avons traversées de part et d'autre, surtout d'en faire parole. Et c'est là où cette histoire d'amour est aussi une manière de nous relier à nous aujourd'hui, d'interroger le monde dans lequel nous sommes et quelle direction nous pouvons prendre, quoi. Puisque nous sommes tous assis sur cette même branche. Ça, c'est Pierre-Olivier Banouars qui vous le dit. Et qui le dit avec un sourire dans les yeux qui fait plaisir à voir par les temps qui courent. Donc Pierre-Olivier Banouars que nous retrouverons à l'atelier de la Cité 5 Place Kennedy près du château à Angers ce vendredi et ce samedi. Le spectacle a lieu à quelle heure? À 20h. Et j'ai oublié de dire, oui, effectivement, il y a un musicien qui m'accompagne, Jean-Yves Ségalen, un multi-instrumentiste comme on dit, c'est-à-dire qu'il joue une quinzaine d'instruments. Il change, parfois c'est une improvisation, je ne sais pas quoi lui-même, quel instrument va-t-il prendre à l'intérieur de l'histoire. Et c'est comme une histoire à deux voix, lui la musique et moi la parole. D'accord. Ouais. Donc il est prudent de réserver pour ce spectacle à l'atelier de la Cité. Le 12 et 13 mai à 20h, je rappelle le numéro de l'atelier de la Cité, 02 41 88 45 38. De toute façon, vous tapotez sur votre ordinateur préféré, ça marche bien. Pour conclure ce témoignage, j'ai envie de dire, de Pierre-Olivier, on écoute un chanteur, Mathieu Chédid, choisi par notre invité. J'aimerais un son, une fusion. Ni être un homme, ni être une femme. Y a-t-il un nom, une solution? Dans ma langue, ça s'appelle une âme. Corona maubena, kubebene oranyini. Klebi maubena, kubebene oranyini. Kete dumina, neve oranyini, bababo. Alors tu seras mon apparition. Monte en moi cette sensation. Je me sens vivre comme je suis. Je suis pas un homme, je suis pas une femme. Juste une âme, une âme, une âme. 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 Pour toutes les âmes de ma vie. Au-delà du sexe, d'un amour surex. Je voudrais du vrai, pas que la vérité. Mais toute cette tendresse comme une caresse. Une âme, une âme, une âme. 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 Tendu à un fil comme un funambule. Perdu dans la ville, on pleurait, on prie.
âme.